Valentino est là et il est ravi d'être là pour débriefer l'actualité de la semaine. On commence avec l'actualité de la journée, le dossier Brandt qui raconte quand même tous les problèmes de l'économie française. Le gouvernement annonce à l'instant qu'il ne veut pas lâcher le dossier et qu'il veut regarder s'il y a quelque chose qu'on peut faire avec cette marque. Est-ce que c'est une bonne décision de l'avoir liquidée ? Ça, je ne sais pas si c'est une bonne décision de l'avoir liquidé, mais je sais que c'est une décision qui est liée à la situation économique de l'entreprise. Je pense que mener des combats d'arrière-garde pour aller défendre Brandt, alors que vous êtes, il y a quelques minutes, en train d'annoncer que OpenAI lance un nouveau modèle, enfin, ça me paraît... c'est tout le problème aujourd'hui de la réflexion économique en France. C'est le problème du fantasme de la réindustrialisation, c'est le problème de vouloir revenir à la machine à vapeur et à la calèche, alors que bon voilà, on n'est plus là-dedans. Donc vous répondez à la question, est-ce qu'il faut liquider ? La réponse est oui, quand ça marche pas. Mais je sais pas, parce que moi j'ai pas les données sur l'entreprise, donc vous dire c'est une décision du tribunal, est-ce qu'il faut liquider ou pas, quelles sont les offres de reprise, il y en a pas. Voilà. Bon, s'il y a une scope. Bon voilà, mais je suis pas capable de juger, mais je dis qu'aujourd'hui s'accrocher à des vestiges du passé, alors que on a des TGV de l'IA et l'économie de demain qui est en train de se créer, ça fait partie du mal français. C'est-à-dire de s'accrocher à des vestiges du passé, et je trouve que ça fait partie de ce fantasme délirant de réindustrialisation. Il faut faire de la réindustrialisation, vous parliez tout à l'heure du succès du fonds défense, là où on a des avantages compétitifs. On a des avantages compétitifs dans le luxe, on a des avantages compétitifs dans l'agroalimentaire, on a des avantages compétitifs dans la défense. Et pas dans la machine à laver. Mais bon, ça y est, quoi. Je veux dire, on va pas revenir en arrière. La Chine, qui était l'usine du monde, aujourd'hui est à la tête d'une technologie mondiale dont on a tous besoin. Il faut faire notre révolution, on l'a pas faite. En tout cas, en France, on l'a pas faite. Alors, les entrepreneurs l'en font. Les entrepreneurs, eux, sont sur les nouvelles thématiques, se battent. Les dirigeants d'entreprise vont sur les nouvelles tendances, mais on va pas défendre des vestiges du passé. Ça sert vraiment à rien, quoi. Parmi l'actualité de la semaine, cette réserve fédérale qui a donc baissé les taux d'un quart de point, c'était mercredi soir, pas assez pour Donald Trump. Est-ce que pour vous, le job est fait ? Non, pas du tout. Le job n'est pas fait du tout. Alors, je suis très surpris parce que vous avez remarqué que cette semaine, les taux d'intérêt à long terme mondiaux étaient au plus haut depuis 16 ans. Donc, pourquoi ? Parce qu'il y a eu d'abord ce tsunami, on ne va pas revenir dessus, qui vient du Japon, avec un changement de paradigme complet du Japon. OK, on va pas revenir dessus. Donc, moins d'investisseurs japonais globalement sur des investisseurs obligataires. Japonais qui d'un coup ont la possibilité d'avoir des rendements importants chez eux, donc qui rapatrient une partie de l'argent, comme ce sont les créanciers du monde entier. Évidemment, ça a des impacts sur les taux d'intérêt mondiaux. Et puis, cette nouvelle tendance que j'entends un peu partout, notamment chez les prévisionnistes, comme quoi, un peu ce que vous dites, le job serait fait, la baisse des taux serait terminée, ce serait la fin du cycle de baisse des taux. Et évidemment, en pointe de ce monde absurde. Oui, c'est pas les prévisionnistes, c'est Isabelle Schnabel, en fait, qui dit qu'on voit ça... Non, parce qu'il y a une ambiance globale. Moi, je lis un peu toutes les notes des banques d'affaires américaines, des banques d'affaires internationales, et partout, j'entends dire, ça y est, c'est fini, le cycle de baisse des taux est terminé, on commence à avoir des hausses des taux au Japon, on a des hausses des taux en Australie, les États-Unis, le job est fait, et la Banque Centrale Européenne, toujours à contre-courant. Alors je sais que je fais une fixation, mais c'est pas possible de se planter autant et de ne pas se remettre en question. C'est-à-dire que le track record de la Banque Centrale Européenne sur les 10 dernières années est dramatique. Et là, qu'est-ce qu'on entend du côté de la Banque Centrale Européenne ? On entend le prochain mouvement, bon, c'est Schnabel, mais on va revenir sur Christine Lagarde. Schnabel dit le prochain mouvement sera peut-être la hausse des taux, et Christine Lagarde dit vous allez voir, on va avoir des bonnes surprises sur la croissance économique. Mais j'ai envie de leur dire, mais dans quel monde vous vivez ? C'est-à-dire, baladez-vous, allez voir les entreprises, où est la croissance économique ? Qu'est-ce qui fait qu'on maintient des taux d'intérêt aussi élevés alors qu'il n'y a plus d'inflation ? Il n'y en a pas d'inflation en Europe. Il y a zéro inflation en Europe. Et on a une croissance économique mondiale qui est au tapis, européenne qui est au tapis. L'Allemagne qui va redémarrer, mais en 2026 et surtout en 2027, et encore, elle ne va pas tirer toute la zone euro. Mais donc vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron quand il dit que la BCE ne joue pas toujours dans le camp européen, où il remet en cause... Moi je pense que la BCE, c'est pas une question de savoir si elle joue dans le camp européen ou pas. Il dit qu'il faut arrêter de réduire le bilan, il faut arrêter avec les taux, il faut continuer à les baisser. J'écoute plus depuis longtemps Emmanuel Macron en matière économique, mais la question c'est de savoir pourquoi une banque centrale européenne qui s'est autant plantée ne fait pas son mea culpa sur plein de mouvements et continue à plomber l'économie européenne. On doit avoir des taux d'intérêt qui reviennent presque à zéro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui, nos taux
en zone euro, le taux de l'euro doit être à 1%, voire 0,5%. On est toujours à 2%. Alors vous allez me dire 2%, non, mais ça va, c'est bien, on a déjà quand même beaucoup baissé. Mais non, on n'a pas suffisamment baissé. Et aux États-Unis, contrairement à tout ce qu'on lit partout, les taux d'intérêt vont continuer à baisser. Le job n'est absolument pas fait. Il y a un ralentissement de l'emploi aux États-Unis. Il y a des éléments qui nous ont fait croire que l'économie américaine était plus résiliente, mais il y a des facteurs, des signaux faibles de ralentissement. Et donc, la baisse des taux va continuer en 2026. Surtout, là aussi, je ne comprends pas, c'est évident, il y a un nouveau patron de la Banque centrale européenne américaine qui va être nommé en mai. Ça va être un gars qui va être totalement aux ordres de Donald Trump. Donc, qui va baisser les taux. Ben oui, on est aujourd'hui à 3,50, entre 3,50 et 3,75. Les taux d'intérêt court terme américains vont descendre, je prends le pari ici, à 2,5% l'année prochaine. Les taux européens doivent descendre au moins de encore 1%. Et puis en attendant, les erreurs de la BCE nous coûtent très cher, parce que vous avez vu l'euro ce matin, il est au plus haut. On est au-dessus d'un 17. Mais c'est dramatique. C'est-à-dire qu'on est déjà les dindons de la farce de la réorganisation mondiale commerciale. Vous avez vu, hein, quand même, en une semaine, on a appris deux choses importantes. Hier, on a appris que le déficit américain commercial était au plus bas depuis 5 ans. Donc ça veut dire que pour eux, les droits de douane, ça marche. Et puis on a appris parallèlement à ça que le surplus économique, vous l'avez commenté, chinois était au plus haut. Et on s'aperçoit quand on regarde tout ça, qu'il y a un seul pigeon dans tout ça, le seul qui joue le jeu du libre-échange, mais un libre-échange à sens unique, c'est la zone euro et l'Union européenne. Et franchement, il y a des jours où c'est pas simplement pour polémiquer, mais je me dis, mais je ne sais pas comment ces gens jugent de la qualité de l'économie et comment ils peuvent continuer à nous asphyxier avec des taux d'intérêt qui sont trop élevés, avec maintenant un euro qui va être trop fort et qui va plomber ce qui nous reste en exportation. Franchement, c'est désastreux. Donc finalement, vous êtes bien d'accord avec Emmanuel Macron et tout ce qu'il a dit dans les Échos? Non, je suis pas. Si sur la BCE, c'est à peu près le. Parce que je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, dans le sens où il dit aujourd'hui elle n'est pas tout à fait dans son rôle. Ce que je dis moi, c'est qu'elle se plante et que moi je me rappelle très bien de ce qu'avait dit le patron de la Banque d'Angleterre, qui avait dit on a fait des erreurs, il faut qu'on fasse l'audit de nos erreurs. Ce qu'ils ont fait, nous on fait pas l'audit de nos erreurs. La Banque centrale européenne a une lourde responsabilité dans la crise que traverse la zone euro, et je pense qu'on n'en parle pas assez. Vous parlez de la faiblesse de l'Europe, faiblesse qui a été remontée par les Américains dans leur note stratégique. Là, carrément, ils parlent d'effacement. On est un ennemi désormais pour eux. Pour moi, c'est probablement, vous voyez, si vous me posiez la question, je dirais que c'est peut-être l'événement le plus important de l'année de 2025. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très clairement, on voit que Donald Trump, on est devenu l'ennemi. Alors, on est l'ennemi économique, on est l'ennemi culturel, on est l'ennemi politique. On représente tout ce qu'il déteste. À juste titre pour certaines choses, hein, trop de réglementation, trop de contraintes, pas assez de décisions rapides, pas de flexibilité. Lui, ce qu'il aime, c'est pouvoir passer un coup de fil à Xi Jinping ou un chèque du Golfe et lui dire est-ce que tu veux faire ci, faire ça, et il y a une seule personne qui répond. Il comprend rien à l'Union européenne. Je pense qu'on peut pas dire ça. On peut pas dire qu'il comprend rien. On dit qu'au contraire, il comprend très bien l'Union européenne et il l'aime pas du tout. D'abord parce qu'on représente un vrai processus démocratique, et ça c'est bien. Ça c'est bien. Et d'autre part, parce qu'il considère que, on est là c'est pas mon domaine, mais on est dans un déclin culturel, et que globalement, on a laissé passer trop d'immigration, et que c'est en train d'atteindre. Là-dessus, je suis pas tout à fait d'accord avec lui, même s'il y a des éléments qui sont des éléments qui sont rationnels et qu'on peut chiffrer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est de se dire, en 1949, on a l'OTAN, l'ennemi c'est l'URSS, et le communisme, et puis aujourd'hui les États-Unis nous disent mais en fait c'est vous l'ennemi, en fait vous représentez un modèle économique, politique
et sociale et culturelle qui ne nous correspond plus du tout. Ça veut dire quand même que pour nous, on doit se réinventer tout seul maintenant. Je pense que c'est une très mauvaise nouvelle et une très bonne nouvelle. Une très mauvaise nouvelle parce que perdre l'alliance avec les États-Unis, c'est quand même un élément qui va reconfigurer le monde qu'on a connu et que j'ai connu moi depuis des dizaines d'années. Et d'un autre côté, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est l'occasion de nous réinventer. Il faut qu'on nous réinvente. Je suis très positif sur le fait que l'Europe a la capacité de renouer avec... c'est quoi, c'est nos industries créatives? On l'a vu, là, on a eu 2 démonstrations cette nuit. C'est notre luxe, c'est plein de choses. D'abord, on est, je reprendrai les termes de Jean-Marc Daniel, on est une puissance en matière d'épargne. C'est-à-dire qu'il faut qu'on devienne un Japon bis. Le Japon est puissant, on en parlait tout à l'heure. Il faut investir beaucoup à l'étranger. Bah oui, voilà, on faisait la boucle. C'est Mumbai de Jean-Marc Daniel. Ouais, Mumbai, son obsession, mais il n'a pas totalement tort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'élément qui est très positif sur l'Europe, c'est que, bon, certes, on vieillit, certes, on fait moins d'enfants, mais on a énormément d'épargne, on a une capacité aujourd'hui de peser sur le monde. L'idée, c'est de ne plus recréer des usines Brandt, ça c'est terminé, mais par contre d'investir. Non, vous voulez terminer, mais moi parce qu'il me reste 4 secondes. Mais c'est d'investir dans des gens qui avancent très vite.